Un décret tombe et l'équilibre se déplace d'un cran dans la région. En quelques instants, le Burkina Faso annonce un embargo de visas, la nationalisation des ressources minières et des mesures radicales visant des actifs étrangers, ce qui reconfigure la relation avec Washington. Pour les ménages, l'enjeu dépasse le symbole. Ibrahim Traoré parie sur une souveraineté économique tout en acceptant l'idée de pertes immédiates, d'emplois fragilisés et de pression diplomatique. Reste une question centrale pour le pays et ses citoyens. Jusqu'où ira la riposte internationale et à quel prix? Cette analyse promet une lecture froide des faits, sans slogan ni célébration automatique. L'objectif est de comprendre ce que les décisions prises en janvier 2026 changent réellement pour l'économie, la diplomatie et la vie quotidienne au Burkina Faso, au-delà des discours de rupture. En examinant les mesures une à une, il devient possible d'identifier les coûts immédiats, les bénéfices potentiels et les zones d'incertitude qui accompagnent ce tournant. Pour le spectateur, l'enjeu est simple: disposer d'éléments concrets pour juger si ce pari de souveraineté peut tenir dans un environnement international hostile. Les choix d'Ibrahim Traoré engagent l'État, les entreprises locales, les travailleurs et les partenaires régionaux dans une trajectoire nouvelle où chaque gain possible s'accompagne d'un risque mesurable. Ce qui est en jeu n'est pas seulement une politique intérieure, mais la capacité du pays à transformer une décision politique radicale en stabilité économique durable. Comprendre ces mécanismes permet d'éviter une lecture binaire entre héroïsme et catastrophe annoncée. La rupture n'est pas seulement politique, elle est chiffrée. En janvier 2026, le gouvernement burkinabé estime que les décisions annoncées pourraient provoquer une perte d'environ 3 milliards de dollars d'investissements étrangers sur 5 ans, tout en ouvrant la voie à une hausse annuelle des revenus miniers de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars. Ce contraste résume le cœur du pari engagé par Ibrahim Traoré: accepter un choc immédiat pour tenter de modifier une trajectoire économique jugée défavorable depuis des décennies. Pour comprendre cette décision, il faut revenir au fonctionnement antérieur du secteur minier. Avant la nationalisation, des groupes étrangers exploitaient plus de 20 tonnes d'or par an, pour une valeur estimée à plus d'un milliard de dollars. En retour, l'État ne percevait qu'une fraction limitée de cette richesse, à travers des redevances évaluées à moins de 10% de la valeur extraite. Ce déséquilibre structurel alimentait un sentiment largement partagé d'injustice économique et de dépendance prolongée. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré a progressivement construit un discours centré sur la souveraineté et la reprise de contrôle des ressources stratégiques. Le décret de janvier 2026 n'apparaît donc pas comme un geste isolé, mais comme l'aboutissement d'une ligne politique déjà amorcée visant à réduire l'influence des puissances occidentales, notamment les États-Unis et la France. L'embargo sur les visas s'inscrit dans cette logique de rupture assumée en transformant une relation asymétrique en rapport de force ouvert. Cependant, le contexte international complique l'équation. Le Burkina Faso reste inséré dans une économie mondiale interdépendante où l'accès au financement, aux technologies et aux marchés extérieurs demeure crucial. En choisissant la nationalisation et la confrontation diplomatique, le pays se place volontairement dans une zone d'incertitude élevée. Le pari repose sur la capacité de l'État à gérer directement les mines, à former une main-d'œuvre locale qualifiée et à trouver de nouveaux partenaires capables de compenser le retrait occidental. C'est dans cet espace, entre promesses de souveraineté et risque d'isolement, que se joue la portée réelle de la décision. Derrière les annonces officielles, les premiers effets se lisent à hauteur d'homme. Dans les zones minières, la décision de mettre fin aux concessions étrangères
a provoqué un arrêt brutal de certaines activités, laissant des travailleurs locaux face à une transition incertaine. Pour beaucoup, l'emploi dépendait directement de sociétés occidentales présentes depuis des décennies, avec des salaires réguliers mais peu de perspectives d'évolution. Leur départ a créé un vide immédiat, à la fois économique et organisationnel. Dans certaines communautés, les témoignages convergent vers une même réalité. L'enthousiasme politique coexiste avec l'inquiétude quotidienne. Des familles qui vivaient de l'extraction aurifère se retrouvent confrontées à des retards de paiement, à des suspensions temporaires ou à l'obligation de se reconvertir. Le gouvernement a annoncé des programmes de formation professionnelle pour permettre aux Burkinabés d'occuper les postes techniques et de gestion laissés vacants, mais ces dispositifs demandent du temps avant de produire des résultats concrets. À l'échelle locale, l'impact ne se limite pas aux mines. Les commerces, les transporteurs et les prestataires de services liés à ces entreprises subissent également les effets en cascade de la fermeture soudaine des sites exploités par des groupes étrangers. Cette phase de transition met à l'épreuve la capacité de l'État à absorber le choc social tout en maintenant la cohésion autour du projet de souveraineté. Ce moment révèle un paradoxe central. Une décision pensée pour renforcer l'autonomie nationale expose d'abord les citoyens au coût du changement. La souveraineté se mesure d'abord dans la vie quotidienne. Tout commence par une signature datée du 5 janvier 2026. En apposant son nom au bas de l'ordonnance, Ibrahim Traoré déclenche une séquence rapide pensée pour produire un effet immédiat avant que les résistances internes et externes ne puissent s'organiser. L'annonce officielle combine trois mesures clés: l'embargo total sur les visas accordés aux citoyens américains, la nationalisation des concessions minières étrangères et l'ordre donné aux entreprises concernées de quitter le territoire. Cette simultanéité n'est pas fortuite. Elle vise à empêcher une négociation fragmentée et à imposer un fait accompli. Dans les heures qui suivent, les administrations s'activent. Les postes frontaliers appliquent les nouvelles règles, les ministères notifient les sociétés minières et les canaux diplomatiques commencent à crépiter. Sur le terrain, les entreprises étrangères, surprises par la rapidité d'exécution, suspendent leurs opérations et organisent des départs précipités. Ce moment constitue le climax de la séquence, un basculement visible, concret, qui transforme une décision politique en réalité économique. La réaction populaire intervient presque immédiatement. À Ouagadougou, des rassemblements spontanés expriment un soutien marqué aux mesures annoncées. Pour une partie de la population, ces décisions incarnent une revanche symbolique contre des décennies de contrats jugés déséquilibrés. Ibrahim Traoré apparaît alors comme le visage d'une rupture assumée, capable de défier des partenaires puissants au nom de la souveraineté nationale. Cette adhésion populaire renforce temporairement la légitimité du pouvoir et réduit l'espace de contestation interne. Mais les répliques ne tardent de pas. Sur le plan international, les États-Unis dénoncent une mesure hostile et évoquent la suspension de certaines formes d'aide et de coopération. Les gouvernements européens s'alignent sur une position critique, pointant le risque d'isolement et d'instabilité économique. Cette pression extérieure introduit une nouvelle phase de la séquence, moins visible mais tout aussi déterminante, celle des conséquences différées. Dans les jours suivants, le gouvernement burkinabé engage des discussions avec des partenaires alternatifs, notamment la Russie et la Chine. Ces contacts déjà amorcés en amont prennent une dimension stratégique nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de diversification diplomatique, mais de combler un vide laissé par le retrait occidental.
Des promesses de prêts, de coopération sécuritaire et d'investissement dans les infrastructures sont évoquées, sans toutefois offrir de garanties immédiates. Sur le plan interne, la chaîne des événements révèle une tension croissante entre vitesse politique et capacité administrative. La nationalisation exige une prise en main rapide des sites miniers, la mise en place de nouvelles structures de gestion et la formation accélérée de personnel local. Chaque retard accroît le coût économique de la transition. Chaque succès partiel renforce l'argument selon lequel la rupture était nécessaire. Cette séquence, de l'activation au choc puis aux répliques, montre que la décision n'est pas un point final mais un processus. Ibrahim Traoré n'a pas seulement lancé une mesure radicale, il a engagé le pays dans une dynamique où chaque étape conditionne la suivante. Le pari repose désormais sur la capacité à transformer l'élan initial en résultat durable avant que les effets négatifs à court terme ne sapent le soutien populaire. Avant janvier 2026, l'économie minière du Burkina Faso reposait sur un modèle relativement stable mais déséquilibré. Les investissements étrangers directs, principalement occidentaux, constituaient une source essentielle de capitaux, tandis que l'État percevait des recettes limitées issues des redevances. Selon les estimations gouvernementales, ce cadre devait générer sur les années à venir une continuité des flux d'investissement, mais sans modification significative de la part revenant au budget national. C'est ce niveau de départ que les autorités ont choisi de rompre. Pour commencer, regardons l'évolution des investissements étrangers. Le gouvernement burkinabé anticipe une perte cumulée d'environ 3 milliards de dollars sur 5 ans liée au départ des entreprises américaines et européennes et à la suspension partielle de l'aide internationale. Ce chiffre sert de référence au choc initial. Il traduit un manque à gagner important en capitaux, susceptible de freiner certains projets à court terme. En contrepartie, l'exécutif parie sur une réduction progressive de cette dépendance, compensée par de nouveaux partenaires et par une captation accrue des revenus internes. Ensuite, il faut mesurer ce que cela change pour les revenus miniers. Avant la nationalisation, les sociétés étrangères extrayaient plus de 20 tonnes d'or par an pour une valeur estimée à environ 1,2 milliard de dollars. L'État ne percevait qu'entre 6 et 7 de cette valeur sous forme de redevances, soit autour de 80 millions de dollars annuels. Après la reprise de contrôle, les autorités estiment que la part revenant au Burkina Faso pourrait atteindre entre 25 et 30% des revenus miniers. Le changement attendu représente une hausse annuelle d'environ 250 millions de dollars pour les finances publiques. Cette augmentation constitue le cœur du raisonnement économique porté par Ibrahim Traoré. Transformer une ressource exportée avec faible retour en levier budgétaire national. Enfin, il reste l'emploi. Et c'est là que la transition se voit le plus vite. Le retrait des entreprises étrangères a provoqué des pertes immédiates de postes, en particulier dans les mines industrielles. Pour répondre à ce choc, le gouvernement a lancé un programme de formation professionnelle visant à former plus de 5000 travailleurs locaux aux métiers techniques et de gestion minière. Les projections officielles évoquent la création de près de 10 000 emplois directs sur 3 ans, auxquels s'ajouteraient des emplois indirects dans le transport et la logistique. Ce passage d'un emploi sous contrôle étranger à une gestion nationale est présenté comme un investissement social à moyen terme, même s'il implique une phase de transition délicate. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent un mouvement clair, un recul immédiat des flux externes compensé par une montée progressive des recettes internes et par une recomposition du marché du travail. La question centrale n'est donc pas seulement la validité des chiffres, mais leur temporalité.
Les pertes sont rapides et visibles, les gains plus lents et conditionnés à l'efficacité de l'État. C'est dans cet intervalle que se joue la crédibilité du projet porté par Ibrahim Traoré entre promesses de souveraineté économique et contraintes de résultats mesurables. Les critiques des mesures adoptées avancent d'abord un argument central, l'isolement économique. Selon eux, rompre brutalement avec des partenaires occidentaux prive le Burkina Faso d'investissements, de technologie et d'un accès privilégié à certains marchés. La suspension partielle de l'aide internationale et le départ d'entreprises minières expérimentées pourraient, à court terme, fragiliser des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation ou les infrastructures. Dans cette lecture, la nationalisation apparaît comme un choix politiquement symbolique mais économiquement risqué, susceptible d'aggraver la précarité sociale avant que des alternatives crédibles ne soient opérationnelles. Un second argument met en avant la capacité de gestion de l'État. Les opposants estiment que reprendre le contrôle des mines exige des compétences techniques, financières et administratives que le pays ne possède pas encore à grande échelle. Ils soulignent que des retards de production, des problèmes de gouvernance ou des dérives de gestion pourraient réduire les gains attendus. Dans ce scénario, les revenus projetés resteraient théoriques, tandis que les coûts liés à la transition pèseraient durablement sur le budget national. Ces deux arguments reposent sur des risques réels, mais ils ne suffisent pas à invalider le raisonnement gouvernemental. Les données disponibles montrent que le modèle antérieur générait une extraction élevée pour un retour budgétaire très limité, inférieur à 10% de la valeur produite. Même une gestion imparfaite mais plus équitable peut améliorer ce ratio de manière significative. L'augmentation potentielle de la part publique à 25 ou 30% des revenus miniers change l'ordre de grandeur des ressources disponibles pour l'État. Par ailleurs, l'isolement n'est pas absolu. Les négociations engagées avec des partenaires non occidentaux indiquent une stratégie de redéploiement plutôt qu'un repli total. Les prêts et coopérations évoqués avec la Russie et la Chine ne compensent pas instantanément les pertes, mais ils réduisent le risque d'asphyxie économique complète. Enfin, les programmes de formation annoncés montrent que la question des compétences est intégrée au calcul politique. Ainsi, le débat ne se situe pas entre rationalité et idéologie, mais entre deux temporalités. Les critiques soulignent les coûts immédiats. Le pouvoir, incarné par Ibrahim Traoré, mise sur des gains différés et structurels. La solidité de cette stratégie dépendra moins des intentions que de l'exécution concrète dans les mois à venir. Ce point médian révèle que la décision ne se limite plus à une confrontation avec l'Occident, mais ouvre un redéploiement stratégique plus large. Après l'annonce des sanctions et des suspensions d'aide, le Burkina Faso accélère des discussions déjà engagées avec la Russie et la Chine, non comme partenaires de substitution temporaire, mais comme piliers d'un nouvel équilibre. Ce déplacement modifie la nature du pari engagé par Ibrahim Traoré. La souveraineté ne repose plus seulement sur la nationalisation, mais sur la capacité à recomposer des alliances durables. Dans cette configuration, les partenariats proposés portent sur des domaines précis. La Russie met en avant une coopération sécuritaire et militaire présentée comme un moyen de stabiliser le territoire et de protéger les sites stratégiques. La Chine, de son côté, évoque des financements pour les infrastructures et la transformation locale des ressources afin de réduire l'exportation brute des matières premières. Ces offres ne sont pas sans condition, mais elles introduisent une alternative concrète au modèle précédent. Ce basculement change la lecture des risques.
L'isolement diplomatique, souvent invoqué, devient relatif dès lors que de nouveaux acteurs occupent l'espace laissé vacant. En revanche, une dépendance différente peut émerger avec ses propres contraintes économiques et politiques. Le cœur de la révélation est là. La rupture n'aboutit pas à un vide, mais à une reconfiguration. À ce stade, le succès dépendra de la capacité de l'État à arbitrer entre partenaires sans recréer les déséquilibres qu'il cherche précisément à corriger. Les effets des décisions prises en janvier 2026 se distribuent de manière inégale selon les acteurs concernés. Pour l'État burkinabé, le premier impact est budgétaire. La nationalisation des mines ouvre la perspective de recettes accrues, avec une part des revenus miniers passant de moins de 10% à un niveau estimé entre 25 et 30%. Si cette projection se confirme, elle offrirait une marge de manœuvre nouvelle pour financer des politiques publiques, réduire certaines dépendances et renforcer la capacité d'investissement interne. Toutefois, ces gains restent conditionnés à une gestion efficace et à la continuité de la production. Pour les entreprises, le paysage change radicalement. Les groupes occidentaux quittent le pays avec des pertes financières immédiates et des actifs gelés ou transférés sous contrôle public. A l'inverse, des acteurs non occidentaux observent la situation avec prudence, évaluant les opportunités offertes par un secteur désormais restructuré. Cette incertitude freine les décisions d'investissement à court terme, mais elle peut aussi attirer des partenaires prêts à accepter un cadre plus interventionniste. Le marché devient moins ouvert, mais plus sélectif. Du côté des citoyens, les conséquences sont plus contrastées. À court terme, la fermeture de sites exploités par des sociétés étrangères a entraîné des pertes d'emplois et des perturbations dans les économies locales. Des familles dépendantes de l'activité minière font face à une transition difficile marquée par des revenus instables. En parallèle, les programmes de formation et les promesses de création d'emplois publics nourrissent un espoir de reconversion et de montée en compétences. Cette phase intermédiaire est la plus sensible socialement car elle concentre les coûts visibles avant que les bénéfices potentiels ne se matérialisent. À l'échelle régionale, les décisions du Burkina Faso résonnent au-delà de ses frontières. Des pays voisins, notamment au Sahel, suivent attentivement l'évolution de la situation. Si le modèle porté par Ibrahim Traoré parvient à stabiliser l'économie tout en renforçant la souveraineté, il pourrait inspirer des choix similaires ailleurs. À l'inverse, un échec renforcerait les arguments en faveur d'une coopération plus prudente avec les puissances établies. La région devient ainsi un laboratoire d'observation géopolitique. Pris ensemble, ces impacts dessinent une ligne de fracture claire. Les coûts sont concentrés dans le présent, les gains projetés dans l'avenir. La réussite du pari dépendra de la capacité à réduire l'intervalle entre ces deux temporalités, afin que les sacrifices consentis par les citoyens trouvent une traduction tangible. C'est à ce niveau, concret et mesurable, que se jouera l'évaluation finale de la stratégie engagée. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'avenir du Burkina Faso peut être envisagé selon trois trajectoires distinctes, chacune découlant directement des décisions prises en janvier 2026. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive. Dans cette hypothèse, l'État parvient à maintenir la production minière sous contrôle public, tandis que les partenariats alternatifs compensent partiellement le retrait occidental. Les recettes augmentent lentement, les tensions sociales persistent mais restent contenues et le soutien populaire à Ibrahim Traoré demeure suffisant pour préserver la cohésion politique. La transition est coûteuse mais gérable. Le scénario optimiste suppose une dynamique plus favorable.
Les accords conclus avec la Russie et la Chine se traduisent rapidement par des investissements visibles dans les infrastructures, la sécurité et la transformation locale des ressources. La montée en compétence des travailleurs locaux accélère la reprise de la production minière, ce qui renforce les recettes publiques. Dans ce cadre, le Burkina Faso réduit sa dépendance à l'aide internationale et consolide une coopération régionale avec d'autres pays du Sahel. Le pays devient alors une référence pour ceux qui cherchent à redéfinir leur rapport aux puissances extérieures, et la position politique d'Ibrahim Traoré s'en trouve renforcée. Le scénario pessimiste décrit une trajectoire plus heurtée. Les sanctions et la suspension de l'aide pèsent lourdement sur le budget, tandis que les partenariats alternatifs tardent à produire des effets concrets. Les difficultés de gestion ralentissent la production minière, les recettes escomptées n'arrivent pas et le chômage augmente dans certaines régions. Dans ce contexte, les tensions sociales s'aggravent et le soutien populaire s'érode, plaçant le pouvoir sous pression. L'isolement diplomatique devient alors un facteur de fragilisation durable. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils montrent que l'issue dépendra moins des intentions initiales que de la capacité d'exécution et d'adaptation. Une lecture prudente invite à suivre quelques indicateurs clés: continuité de la production, évolution des recettes publiques et stabilité sociale. C'est à l'intersection de ces variables que se dessinera la trajectoire réelle du pays. Pour les citoyens ordinaires, les décisions prises ne restent pas abstraites. Elles se traduisent par des ajustements concrets qui touchent différemment chaque groupe social. Dans les zones urbaines, les ménages ressentent surtout l'effet indirect des sanctions et du ralentissement économique, à travers la hausse de certains prix et l'incertitude sur l'emploi. Les petites entreprises, souvent liées à des partenaires étrangers, doivent réorganiser leurs activités ou chercher de nouveaux débouchés, parfois sans accompagnement immédiat. Dans les régions minières, l'impact est plus direct. Les travailleurs confrontés à la fermeture ou à la reprise des sites sous contrôle public vivent une période de transition exigeante. Certains voient dans les programmes de formation annoncés une opportunité de monter en compétences et de stabilité à moyen terme. D'autres craignent que les délais de mise en œuvre ne prolongent une précarité déjà installée. Cette différence de perception explique en partie la coexistence de l'espoir et de l'inquiétude au sein des mêmes communautés. Pour les jeunes, souvent au cœur du soutien populaire, la réforme incarne une promesse d'émancipation économique. La perspective d'un État plus présent dans la gestion des ressources nourrit l'idée que les bénéfices pourraient enfin être redistribués localement. Toutefois, cette attente reste conditionnée à des résultats visibles, notamment en matière d'emploi et de services publics. Du point de vue du spectateur, comprendre ces dynamiques permet de dépasser une lecture strictement géopolitique. La question n'est pas seulement de savoir si la stratégie est audacieuse, mais comment elle transforme le quotidien de groupes concrets, avec des rythmes et des contraintes différents. Observer ces effets à court terme offre un indicateur précieux pour juger de la viabilité du projet dans son ensemble. Pour que les décisions prises en janvier 2026 produisent des effets durables, une feuille de route claire devient indispensable. La première étape concerne la gouvernance du secteur minier. L'État doit établir des structures de gestion transparentes, définir des objectifs de production réalistes et mettre en place des mécanismes de contrôle capables de limiter les dérives. Sans cette base, les gains financiers attendus resteraient fragiles et exposés aux critiques internes comme externes. La deuxième étape porte sur le capital humain. Les programmes de formation annoncés doivent être synchronisés avec la reprise effective des sites miniers.
Former des travailleurs sans débouché immédiat créerait de nouvelles frustrations. À l'inverse, aligner formation, embauche et montée en responsabilité permettrait de réduire rapidement le chômage lié au départ des entreprises étrangères. Cette articulation est un test majeur de crédibilité pour le pouvoir. Troisièmement, la diversification économique devient un impératif. Les revenus miniers supplémentaires doivent être partiellement réinvestis dans l'agriculture, à l'aide l'industrie locale et les infrastructures, afin de réduire la dépendance à une seule ressource. Cette logique vise à transformer un choc politique en levier de développement plus large, capable d'absorber les fluctuations extérieures. La quatrième étape concerne la diplomatie. Maintenir un dialogue minimal avec les partenaires occidentaux tout en consolidant des alliances alternatives permettrait de limiter l'isolement et de préserver des marges de manœuvre. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré se trouve face à un équilibre délicat. Affirmer la souveraineté sans fermer toutes les portes. Enfin, l'évaluation régulière des résultats constitue la clé de voûte du processus. Mesurer les recettes, l'emploi et la stabilité sociale permettrait d'ajuster la trajectoire avant que les coûts ne deviennent irréversibles. C'est à cette condition que la rupture pourra se traduire en progrès mesurable. Dans les régions minières, le symbole de la réforme ne se lit pas dans les décrets, mais dans les visages. Ceux des ouvriers qui, quelques mois plus tôt, entraient chaque matin sur des sites gérés par des groupes étrangers et qui se retrouvent aujourd'hui au cœur d'une transition incertaine. Pour eux, la nationalisation n'est ni un slogan ni une abstraction géopolitique, mais une attente concrète, celle de voir leur travail produire enfin un bénéfice durable pour leur pays. C'est là que le projet porté par Ibrahim Traoré prend une dimension plus intime. La souveraineté qu'il revendique se mesure dans la capacité de l'État à transformer cette promesse en stabilité réelle, en salaire régulier, en perspective de carrière et en service public renforcé. Chaque mine reprise, chaque formation lancée, chaque emploi recréé devient un test silencieux de la crédibilité du pouvoir. Ce rappel humain renvoie au point de départ. La rupture politique n'a de sens que si elle améliore le quotidien de ceux qui supportent ses coûts initiaux. Si cette équation échoue, le symbole se vide. Si elle réussit, elle redéfinit la relation entre l'État et ses citoyens. La souveraineté se juge à ses résultats. À ce stade, le débat dépasse le cas d'un seul pays. Les choix opérés par le Burkina Faso interrogent un modèle plus large de relations économiques et politiques entre l'Afrique et le reste du monde. Ils posent une question simple mais exigeante. Jusqu'où une nation peut-elle aller pour reprendre le contrôle de ses ressources sans compromettre sa stabilité? La réponse n'est ni immédiate ni universelle. Elle dépend du contexte, de la gouvernance et de la capacité à transformer une rupture politique en bénéfice tangible. Dans ce cadre, la trajectoire d'Ibrahim Traoré devient un point de référence observé bien au-delà des frontières nationales. Pour certains, elle incarne une tentative nécessaire de rééquilibrage historique. Pour d'autres, elle représente un risque calculé dont l'issue reste incertaine. Entre ces deux lectures, l'essentiel réside dans l'observation des faits, des résultats et des ajustements opérés au fil du temps. Le spectateur est alors invité à sortir d'une logique de camp. Plutôt que d'applaudir ou de condamner, il s'agit de suivre, comparer et analyser. La souveraineté économique est-elle un pari viable dans un monde interdépendant ou une étape transitoire vers un nouvel équilibre?